chers abonnés de Digital TV BAM, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la rencontre de Dr Wenpouire Isidore Consembo, spécialiste en histoire africaine. Il est enseignant-chercheur au département d'histoire et archéologie de l'Université Norbert Zongo depuis novembre 2023. Actuellement membre du laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales de l'Université Norbert Zongo de Koudougou, du laboratoire des systèmes politiques, économiques, religieux et culturels de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et du laboratoire Histoire, Archéologie et Patrimoine de l'Université de Lomé. Dr Consembo intervient dans le domaine de l'histoire de l'Antiquité et du Moyen Âge africain et de l'histoire précoloniale et coloniale. En plus de sa thèse soutenue avec brio en 2023, Dr Consembo est auteur de plusieurs articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales. Docteur, bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter du thème peuplement et émergence des chefferies dans le bassin du lac Bam. Avant d'entrer en profondeur dans les échanges, dites-nous, docteur, quelle différence y a-t-il entre une chefferie et un royaume? Merci, madame. La différence qui existe entre une chefferie et un royaume est que le terme chefferie est utilisé pour désigner l'ensemble des entités ou bien les entités traditionnelles politiques que l'on rencontre dans le Mogo. On peut l'utiliser pour qualifier par exemple la plus petite même entité au Mogo, et cette petite entité c'est par exemple le ménage qu'on appelle Amore Zaka. Voilà, quand vous prenez la concession, le Yiri par exemple, on peut utiliser le terme chefferie pour la qualifier. Le quartier par exemple, Amore, Saka, et même le village, voilà, Amore, Tenga, et la zone militaire, Amore, Togo, voilà, puisqu'on rencontre des Togo dans certaines entités, voilà, et même le vassal, Amore appelé Kombere. Et on peut l'utiliser aussi pour qualifier un royaume, Amore Ringo. Par contre, quand on prend le royaume, c'est la plus grande entité traditionnelle que l'on rencontre dans le Mogo. Ça veut dire qu'après le royaume au Mogo, qu'on appelle Ringo, il n'y a plus donc une entité plus importante. Et à la fin, par exemple, du 19e siècle, on enregistrait, selon les résultats des recherches des historiens, 4 royaumes au Mogo. C'est le Tenkodogo, le Oubri-Tenga, notamment le royaume de Ouagadougou, il y a le Bousouma et le Yatenga. Donc le royaume, c'est une chefferie, mais au-delà de ça, les autres entités aussi que j'avais citées, on peut les qualifier de chefferies en quelque sorte. Merci, docteur. Alors, maintenant, dites-nous, quels sont les groupes ethniques ou encore les communautés qui ont historiquement occupé le bassin du lac Bam? Pour ce qui est de la mise en place des populations dans le bassin du lac Bam, il faut dire que cela s'est fait à l'image de la mise en place du peuplement du Mogo. Voilà. Dans le bassin du lac Bam, comme au Mogo, on peut classer la mise en place du peuplement en 2 grandes périodes ou 2 grandes séquences. Il y a donc la période de mise en place des populations anciennement installées et la période de mise en place des nouveaux venus. Quand on prend les populations anciennement installées, ce sont des peuples qui sont venus avant donc l'arrivée des Nakomsi. Parmi ces peuples, il y a ceux qu'on appelle les Kibsi, ceux qu'on appelle les Ninsi, ceux qu'on appelle les Nyonsi et ceux qu'on appelle les Kurumba. Kibsi et Ninsi sont venus, donc sont les premiers à s'installer. Et selon les recherches donc de Noara Birba, dans la région par exemple à Ronré, ce sont donc des objets datés, voilà, qui donnent voilà, ces résultats-là. À Ronré et à Badnoro, je crois numéro 2, il ressort que les Kipsi par exemple
du bassin du lac Bam. En tout cas, dans ces villas, se sont installés respectivement le 61 AVJC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, pour ce qui est de Barnogo, et le 5e siècle pour ce qui est de Rongué. Maintenant, pour ce qui est de la mise en place des Kurumba, par exemple, cela remonte entre le 14e et le 13e du moins et le 14e siècle. Les Kurumba ont pour aire d'installation le Lorum actuel pour les Berba et pour les Confés. Voilà, la zone de Bourzanga pour les Badini et la localité de Rolo pour les Wermi. Voilà. Pour les Nyonyosé, disons qu'il y a plusieurs catégories de Nyonyosé. Mais les Nyonyosé sont les derniers donc à s'être installés dans la zone étudiée courant 15e siècle, c'est-à-dire avant la fin du 15e siècle. Et parmi ces Nyonyosé, il y a des Nyonyosé de Sousse Bouronssi installés à Kongoussi ici et à Sika. Il y a aussi des Nyonyosé d'origine Kurumba installés à Bainfoulogo, à Yalka, à Bango et j'en passe. Il y a également des Nyonyosé d'origine Telem installés à Kora par exemple et à Sanrogo. Bien sûr, Telem c'est une appellation des Kibsi pour désigner les Kurumba. C'est pour dire qu'en réalité au fond, voilà, les Nyonyosé d'origine Kurumba et les Nyonyosé d'origine Telem ont à peu près la même identité. Pour ce qui concerne la deuxième séquence, période d'installation, c'est à la fin du 15e siècle. Et l'arrivée des nouveaux venus sonnait avec la mise en place des Nakomse dans la région. Voilà, à la fin du 15e siècle, avec la fondation du Ratenga et de Zitenga. Avec l'arrivée de ces Nakomse, il y a donc une certaine stabilisation de la région, puisqu'ils vont travailler à instaurer ce qu'on appelle la sécurité. Et par la suite, cela va favoriser donc l'installation d'autres communautés. Bien sûr, les Nakomse même ont été accompagnés, voilà, par des Poïtse, par des Tansobandamba et par des Wando. Et par la suite maintenant, vont s'installer les Yarse, les Maranse, les Silimisi, les Silimimose et les Nyokse par exemple, sans oublier les Benda. Voilà. Et cette installation s'est faite de la fin du 15e siècle à la fin du 19e siècle, fin de la période précoloniale. Mais disons que même pendant la période coloniale, cette migration dans le bassin du lac Bam va continuer. Mais seulement les raisons qui ont motivé les migrations vont changer. Merci bien, docteur, pour ces développements qui nous permettent d'avoir un aperçu du peuplement et des différentes vagues migratoires. Comment et à quel moment spécifiquement les premières chefferies sont-elles apparues dans le bassin du lac Bam? Disons que la fondation des chefferies dans le bassin du lac Bam relève donc d'une motivation, en tout cas des Nakomse, qui sont détenteurs du pouvoir politique traditionnel, à occuper donc les espaces vierges. Quand on dit les espaces vierges, ce ne sont pas des espaces inoccupés. Ces espaces étaient occupés par les anciens occupants, notamment les Nyonyosé et assimilés, mais il y avait donc absence donc des détenteurs du pouvoir politique. Les Nakomse ont voulu occuper donc ces espaces vierges-là afin donc de pouvoir instaurer leur ordre à eux. C'est suite à cela que la région sera occupée. Et cela a été motivé bien sûr par la présence du Bafou qui offrait donc de bonnes conditions de vie aux populations qui s'y installaient. D'abord, ça a été le Zitenga. Voilà, ça a été le Zitenga qui a été créé, c'est-à-dire fondé premièrement. Et la base arrière était Ubritenga. Ça veut dire que Zido et son frère Atakba ont accompagné Ubri à partir de Tenkodogo pour la fondation de son royaume. Et une fois Ubritenga fondé, ses frères vont voir la nécessité d'aller fonder donc leurs propres entités politiques pour diriger. C'est ce qui les a motivés d'aller plus au nord. Et Zido a été le premier à partir. Et il va suivre l'itinéraire Manega par exemple, Gassongo, Tikari et Sansé. D'aucuns parlent de Santaba aussi, qui est aujourd'hui Manataba. Et il fonde donc son entité qui est le Zitenga. À la fin du 15e siècle, bien sûr, au même moment que la fondation de Ubritenga.
Et par la suite, quelques temps après, son frère Ratraba va donc suivre prenant donc la même direction et arriver dans les environs donc de Zitenga. Il y a un village qu'on appelle Kosenga. Donc il passe par Kosenga, il arrive donc sur le plateau des Andeko, il arrive dans le village de nom actuel où il va trouver donc des anciens occupants. Il prend les voies, les pistes d'animaux et débouche à Baindefolo, et là il va séjourner avec sa troupe pendant donc une saison, c'est-à-dire une année environ, et de là ils vont donc s'installer, le groupe du moins va s'installer à Kora pendant 7 ans avant maintenant de s'installer définitivement à Kurpele, considéré comme la toute première capitale du Ratenga. C'est un siècle après, à la fin donc du 16e siècle, vers 1596, que le prince Tansongo un fils de Naba Kouda, va quitter donc le Obritenga et va entrer dans un espace occupé, notamment dans le Ratenga approximativement, pour fonder donc son entité qui est donc le Tansantenga. Donc il va passer par le Yatenga et de là il pénètre dans sa zone à partir donc de Koulouéogo, de Koulouéogo Lourougou, de Lourougou Sakou, et de Sakou il arrive donc au Rissiam actuel, au village du Rissiam actuel. Et arrivé dans le village du Rissiam actuel, selon la tradition orale, Naba Kazongo a dit qu'il a eu et la marche m'a dégoûté. Il voulait dire à ses compagnons qu'il est fatigué. Et c'est de là que vient le terme Rissiam, qui vient de Rissiam. Et il va séjourner pendant un bout de temps avant donc, en tout cas, la capitale ne soit déportée à Sapsé. D'aucuns disent que c'est Tansongo qui a même créé Sapsé, mais il y a des sources qui disent que c'est son successeur Tansouké qui est le fondateur de la deuxième capitale, Sapsé. Une génération après, c'est-à-dire environ 20 ans ou 25 ans plus tard, il y a un autre prince qui quitte toujours le Obritenga, le prince Yandefo, et qui va fonder ce qu'on appelle le Kirutenga. Voilà, Yandefo c'est le fils de Naba, Monaba Jotrobousma, et petit-fils donc de Naba Kouda. Voilà, ils fondent le Kirutenga en passant par Tagala et Namsigi, et ils s'installent à Piliga. D'accord, ces éléments de réponse nous permettent de comprendre qu'il y a plusieurs étapes et diverses chefferies dans le processus de l'occupation de cette zone-là.